Allez, je vous propose de continuer pour ne pas prendre de retard et on prendra les derniers ateliers prendront le train en marche. Donc on a 30 minutes pour vous dire des tonnes de choses. Donc on a essayé de sélectionner les informations importantes qui nous semblaient devoir vous transmettre aujourd'hui. D'autres qu'on n'a pas pu vous transmettre feront l'objet d'une newsletter qui arrivera la semaine prochaine dans les secrétariats de vos CESU respectifs. Je commence juste pour vous demander vraiment de nous faire remonter vos changements de coordonnées. Essayez au maximum de mettre vos coordonnées à jour sur le site internet de l'ANCESU parce que c'est là où on prend vos coordonnées et c'est surtout là où toutes les personnes, elles sont monstrueusement nombreuses qui appellent le secrétariat de l'ANCESU, veulent correspondre avec vous. Donc essayez vraiment d'avoir systématiquement vos coordonnées à jour pour qu'on puisse discuter avec vous. Donc dans un premier temps, je vais laisser la parole à Céline Longo qui va vous informer de la modification des numérotations des FGSU à partir du 1er janvier 2023. Donc, la numérotation des attestations. L'idée étant d'harmoniser d'une part la numérotation des attestations à compter du 1er janvier, avec derrière l'arrière-pensée de relancer, c'est quelque chose qui avait été évoqué au début de la mise en place des AFGSU, d'avoir un registre national des AFGSU. C'est quelque chose qui a été un peu oublié en route, et donc on voudrait relancer cette demande. Pour ça, il faut déjà qu'on s'harmonise, puisque on sait tous que quand on reçoit des AFGSU qui viennent d'ailleurs de notre CESU, ils ne sont pas forcément numérotés comme ceux qu'on a dans notre CESU. Quel format on vous propose? Donc l'année en 4 chiffres, le mois auquel la formation a été réalisée donc, en 2 chiffres, le département en 3 caractères, ce qui permet pour le 76A, 76B et pour les dom-tom de pouvoir numéroter. Le numéro d'attestation, donc toutes attestations confondues, c'est-à-dire qu'on fait un seul fichier pour l'ensemble des AFGSU, 1, 2, SSE, annexe 3, 4, 12. Et le type d'attestation, donc par exemple là, un AFGSU 2 qui sera numéroté 02. Autre élément important pour les revalidations. Donc actuellement, certains écrasaient les numéros d'attestation initiale pour redonner un numéro d'attestation. D'autres reprenaient le numéro de l'attestation initiale en rajoutant un R à la fin. Il a été décidé de prendre le parti d'écraser les numéros d'attestation initiale pour redonner un nouveau numéro d'attestation. C'est-à-dire que la personne qui vient en revalidation, on lui redonne un AFGSU qui est valide pour 4 ans si c'est un AFGSU 1 ou un AFGSU 2. Ça ne vous dispense pas, par contre, bien sûr, de récupérer l'attestation initiale ou l'attestation précédente pour vous assurer que la personne a le prérequis pour participer à votre validation. Voilà pour moi. Voilà, on vous demande de débuter ça au 1er janvier 2023, donc bien respecter ces 20 caractères. Et il faut qu'on fasse tous de la même façon si on veut arriver à développer ce registre national des GSU. Question? Tout était clair? Oui. Il sera dans la newsletter qui va vous être envoyée la semaine prochaine. Lundi. Oui, question. Non, la visu, vous l'aurez. Exactement. En fait, on a après de longs et longs débats et d'avoir demandé de l'avis un petit peu à droite à gauche, ça ne nous sert à rien. Donc, vous aurez chaque personne qui revient en réactualisation, en revalidation, repartira avec un nouveau diplôme. Autre question? Oui? Alors. Exactement, avec un nouveau numéro. Je sais pas s'il marche. Autre question? Donc on va en informer tous les CESU, bien sûr, pour les CESU qui ne sont pas là. On vous laissera faire le relais, on va le faire aussi, mais avec les gens qui peuvent éditer des attestations, notamment les facultés de médecine, enfin les universités. Donc voilà, le but c'est qu'on fasse tous de la même façon, partout sur le territoire français,
ici en métropole et dans le territoire ultramarin. Deuxième actualité, vous avez vu un mail qui est arrivé du secrétaire de l'ANSESU la semaine dernière, ou il y a 15 jours, concernant la formation continue des ambulanciers. Et donc, Isabelle va nous faire un point là-dessus. Voilà, un point sur le contexte, le contenu et les modalités de cette formation. Donc, je vous rappelle le contexte. En avril 2022, un arrêté est sorti et qui concerne la formation initiale du diplôme d'État d'ambulancier, avec un certain nombre d'actes supplémentaires à mettre en œuvre, notamment dans le contexte de l'urgence, mais pas que. Un décret aussi qui porte sur la réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde. Et enfin, un décret qui est relatif à ces actes professionnels qui peuvent être accomplis donc, pour les ambulanciers déjà en poste, dans le cadre de l'AMU. La suite du contexte, c'est au mois d'octobre 2022, avec un arrêté qui formalise la formation à ces nouveaux actes professionnels pour les ambulanciers dans le cadre de l'AMU. Donc, Gaëlle vous le disait, on vous a proposé courant juin, je crois, une proposition de déroulé pédagogique qui comprenait 2 jours de formation avec un prérequis sur la réglementation et des éléments pour pouvoir réactualiser la FGSU. Quand, en octobre, le décret de la formation est sorti, on a réajusté ce déroulé en le respectant, puisqu'il préconisait 3 jours de formation, avec un module un peu plus conséquent sur la réglementation, ce qui a fait qu'on a enlevé ce prérequis sur la réglementation. On a en revanche pris le parti de garder les éléments de réactualisation de la FGSU. Concrètement, cette formation peut se délivrer soit par un IFA, soit par un CESU. Si on veut réactualiser la FGSU, les conditions, c'est que le participant est une AFGSU en cours de validité. Si elle est périmée, ça ne marchera pas. Et il faut que la formation, bien évidemment, soit délivrée par un formateur AFGSU. Voilà. Concernant le contenu, donc, il y a un module qui est prévu de 3h30 de réglementation. Les actes, ce sont les actes qui sont prévus dans le cadre de l'urgence. Ça comprend un module de 14 heures, plus les éléments de réactualisation de la FGSU, et puis un module de 3h30 sur le recueil et la traçabilité. Donc ça, c'est le texte d'octobre. Les modalités pédagogiques. Alors, on a choisi de faire, évidemment, comme vous le connaissez tous, on ne va pas changer, de la pédagogie de la découverte, avec des mises en situation contextualisées et séquencées, des ateliers procéduraux, de la simulation pleine échelle et des travaux de groupe. On a choisi de vous proposer une intégration transversale de la réglementation, de l'hygiène et des bonnes pratiques, notamment concernant les transmissions et le recueil des données. Donc la réglementation, dans ce déroulé pédagogique, elle n'est pas sur 3h30, elle est un peu plus, elle est diminuée en temps, puisqu'on a choisi de vous proposer quelque chose de transversal pour le complément. Et le module de transmission et de recueil des données, le module finalement qualité, c'est pareil, on vous propose voilà, c'est une proposition, de le traiter en transversal aussi. Le parti qu'on a choisi aussi, c'est d'intégrer donc, tous les actes qui sont proposés dans le cadre de l'AMU, ce sont des actes qui sont délivrés dans le cadre de l'urgence. On a souhaité garder aussi les aspirations endotrachéales sur les trachéotomies, sur orifices cicatrisés. C'est un acte qui, dans l'arrêté initial, est dans le contexte des soins d'hygiène et de confort. Ce n'est pas dans le contexte des GSU. Voilà, nous, on a pris le parti de le mettre quand même dans les actes de l'AMU parce qu'on estime que ça peut être intéressant en cas de détresse respiratoire chez un trachéotomisé, par exemple. Et c'est tout. Merci Isabelle. Question ? Oui ? J'ai une question sur les conditions de délivrer l'attestation. Est-ce qu'il y a une évaluation finale? Parce que si on lit bien le papier du dernier arrêté, à la fin, a suivi la formation et apte à faire tous les gestes. Alors, ça ressemble à une attestation, aux conditions de validation d'une attestation qu'on connaît bien, c'est la FGSU. À partir du moment
Oui, enfin, ça reste une évaluation formative, hein, comme toutes les évaluations qu'on fait. Il est présent, il a suivi les actes, et puis comme on a fait de la mise en situation, on a fait des ateliers procéduraux, on voit qu'il est en capacité on va délivrer. Il n'y a pas d'examen final, et il n'y a pas de grille très précise sur a su faire une aspiration androtrachéale, etc., etc. Donc ça reste une évaluation formative, sans évaluation sommative sévère, entre guillemets, à la fin de ces 3 jours. Non, c'est ce que je dis, formative. Après, il a participé et puis il trouve pas le trou de la trachéo, on lui donne pas l'attestation. Ou alors, il mélange, au bout de 3 fois, il mélange. Encore une fois, ça dépendra de quel médicaments ou quelles choses seront destinées dans vos départements, parce que ça, c'est pas national. Il faudra vous rapprocher de, je sais pas comment ça s'appelle dans vos départements, de l'association des transports sanitaires urgents ou de la garde départementale des ambulanciers. Peu importe, mais il y aura certainement des médicaments mis en place dans le cadre de cet arrêté qui seront différents par département. Donc la première étape, c'est de se rapprocher d'eux pour savoir qu'est-ce qu'on met comme liste de médicaments pour que ce soit départementalement de la même façon et de la même chose. Et puis ensuite, en fonction de ce que vous décidez, est-ce qu'il y a de la ventoline, est-ce qu'il sait mettre la ventoline, est-ce qu'il sait faire ce genre de choses. Si vraiment il ne sait pas faire, vous n'êtes pas obligé de délivrer l'attestation. Hein. C'est pas une obligation, c'est pas une attestation de présence, c'est une attestation qui engage votre responsabilité. Hein. C'est bien écrit dans le texte, sous la responsabilité des centres d'enseignement et des instituts de formation ambulanciers. Donc ça reste un passage dans un institut de formation avec une évaluation certes formative, mais qui ne doit pas être qu'une attestation de présence. Non, mais alors encore une fois, hein, tous les déroulés qu'on vous envoie, en fait, vous avez compris, hein, notre méthode, c'est d'essayer de vous faciliter le travail. Rien n'est figé dans le marbre. La première chose, c'est que on essaye de vous faciliter le travail, je me répète, et puis on est très très preneur de remontée. Si vous nous dites, je l'ai fait à 2 reprises, les 2 fois 1 heure pour la rédaction de CG, c'est trop tôt, on le réactualisera puis on le renverra. Vraiment, et puis faites-le en fonction de vos apprenants, faites-le en fonction de vos groupes, de où ils en sont, etc., etc. Rien n'est figé dans le marbre. Vraiment, adaptez ces conducteurs à vos pratiques, à vos ambulanciers, à vos départements. Mais encore une fois, notre objectif aussi, c'est que ce qui est réalisé à Lille le soit à Bordeaux, le soit à Marseille, et qu'on ait à peu près nationalement le même cadre de cette formation pour que ce ne soit pas fait dans tous les départements de France d'une façon différente. Mais c'est adaptable. Autre question ? Yes. Il n'y a rien sur le texte. En tout cas, ce qui est écrit sur le texte, c'est que pour participer à la garde départementale, il faut avoir cette formation complémentaire. Donc on peut imaginer, et c'est pour ça qu'on a essayé d'être très rapide, que les ambulanciers qui participeront aux gardes départementales, leurs patrons vont les envoyer assez rapidement sur cette formation. Les autres ambulanciers qui ne participent pas, je pense que ce n'est pas une obligation, puisque nulle part il est écrit obligatoire, hein, ça n'est écrit nulle part. Donc il n'y a pas de date butoir dans le texte, donc voilà. Oui. Ce qui est soumis à attestation, c'est sous la responsabilité du CESU et des instituts de formation d'ambulanciers. Si vous, CESU, vous estimez que l'ambulancier qui est aussi formateur est apte à délivrer tatati, c'est de votre responsabilité de délivrer l'attestation. Encore une fois, hein, c'est l'attestation qui est délivrée par le centre d'enseignement de soins d'urgence, par son responsable. Donc on ne va pas refaire passer 3 jours de formation à des ambulanciers qui font ça au quotidien. Donc voilà, donc c'est votre responsabilité. L'ambulancier sait faire, vous avez décidé qu'il savait faire et que la formation était dispensée, vous pouvez lui donner l'attestation. Encore une fois, c'est de la responsabilité du CESU. Peut-être intéressant à ce moment-là d'intégrer ces agents pour former, donc qui se préparent et qui forment, oui. C'est tout bon pour ça ? Donc pareil, hein, certainement, alors nous, certains ont déjà été sollicités pour le faire. Donc voilà, essayez d'être le plus rapide possible. La plus-value, hein, vous l'avez recompris, je réinsiste, hein, c'est de revalider l'APGSU niveau 2 pour ces ambulanciers, ce qui permettra aux employeurs d'avoir certainement un petit attrait. Plutôt que de les renvoyer en réactualisation 1 an plus tard, ce sera déjà fait avec cette formation. Julien qui va nous parler SSE.
Alors bonjour à tous, vous connaissez la note de cadrage SSE 2014. Cette note de cadrage, elle date donc de 2014 et il s'est passé plein de choses depuis. Il s'est passé notamment la réforme de la FGSU SSE avec l'apparition des modules 3 à 12 qui rend cette note de cadrage difficile à appliquer, notamment sur la formation de formateurs. Il y a également le renforcement du dispositif Orsan, il y a la régionalisation des ESR qui arrive, n'en finit pas d'arriver. Il y a le retexte de la crise Covid-19 aussi qui, au niveau des institutions, ont fait émerger la nécessité de réviser cette note de cadrage. Donc, en 2 diapos, c'est juste un point d'information pour vous dire où en sont les travaux. Elle n'a pas abouti encore, le groupe de travail n'a pas abouti à une production, mais on peut déjà vous dire qu'il y aura une note de cadrage 2023. Le groupe de travail qui a été constitué à la demande de la DGOS regroupe les représentants de l'ANSESU, les représentants du COREB, de la SFMU, de la SFMC, du Conseil civilo-militaire d'Aix et des représentants des principaux ESR qui étaient déjà bien avancés sur ces problématiques-là. Et donc juste l'élément qu'on peut en tout cas vous transmettre, au-delà du fait qu'il y aura une livraison de cette note de cadrage dans le courant de l'année prochaine, c'est qu'il y a 3 parties qui seront bien individualisées de façon très pratique pour nous les CESU. C'est la redéfinition du formateur SSE, à la fois dans ses missions, également dans son cursus de formation de formateur et également de son maintien de compétences. Et donc, on ne peut pas encore parler du contenu de ces réactualisations, mais on identifiera bien ce qu'est un formateur SSE pour une annexe SSE. Un formateur SSE ne délivrera pas toutes les annexes, sauf s'il s'est formé pour être opérationnel sur toutes ces annexes. Et donc il y aura des cursus plus ou moins complets pour qu'un formateur SSE soit habilité à enseigner la FGSU, module de l'annexe 3, de l'annexe 4, 5, 12, etc. La formation de référent SSE sera également bien redéfinie, le référent SSE dans ses missions, donc comment on le forme et comment on maintient ses compétences. Et puis sera bien précisé, on vous parlait tout à l'heure de l'expert avec lequel le formateur SSE intervient dans les CESU, l'expert qui soit du risque biologique, l'expert qui soit d'un risque NRC, dans une formation de damage control ou une formation de soins critiques en réanimation. Qui sont ces formateurs ESR? Quelles sont ses missions? Comment est-il formé? Par qui? Et comment maintient-il ses compétences? Ce sont également des éléments qui seront définis dans cette note de cadrage. Donc je vous laisse sur votre faim. Il faut attendre quelques mois et nous aurons, le groupe de travail est sur une version qui est bien avancée, on en est à la V12, et vous la verrez publiée une fois que le ministère aura réussi à produire ce document qui nous sera très utile. Il y aura, je peux vous le dire aussi, des équivalences entre les formateurs qui étaient, et les référents qui relevaient de la note de cadrage 2014 pour qu'ils puissent continuer à exercer, donc des équivalences entre les cursus anciens et les nouveaux cursus. Merci Julien. Question? Très bien. Ça va pouvoir avancer. Vous avez, encore une fois, le leitmotiv, simplification. Il faut que ce soit simple. Quand on a discuté avec les DGOS, c'est la première chose qu'on a dit. Simple, 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 qu'on comprenne. Un formateur SSE, un référent SSE, un formateur ESR, formateur de formateur SSE. Point barre. Et c'est ce qui va ressortir de la note. Un pari, cette fois-ci, qu'on fait, dont on vous a beaucoup parlé, c'est de fabriquer une application qui va remplacer la totalité des petits papiers que vous donnez à la fin de vos GSU2 sur les points clés, les take-home messages à retenir, des gestes et soins d'urgence. On a besoin de vous. On a signé la convention avec 360 Medix. Ça sera une application gratuite. Et donc, on va maintenant vous expliquer ce qu'on attend de vous dans les 3 mois qui viennent, parce que sans vous, on ne pourra pas faire ça tout seul. Bonjour à tous. Donc 360 Medix, comme vient de le dire Gaël, c'est une application qui va pouvoir être téléchargée sur vos smartphones. Et puis cette application elle a pour but principalement d'héberger en fait des ressources scientifiques. L'idée, bien entendu, c'était, comme vient de le dire Gaël, de pouvoir regrouper les take-home messages post-GSU pour que tous ces supports soient identiques sur le territoire et puis puissent être facilement en fait lus par nos apprenants en fin de formation. Donc, on a besoin de vous et de ce que vous avez déjà produit dans vos CESU parce qu'on ne va pas tout refabriquer.
puisqu'on aimerait qu'il y ait une trace un peu de tous les grands items qu'on aborde dans nos AFGSU. Alors rien qu'en allant au CESU 73, là, pendant ces quelques jours, on a vu qu'ils avaient des posters, des affiches qui reprenaient des points clés de la formation. Donc c'est ça qu'on aimerait que vous partagiez avec nous. Donc on va faire un appel à travail. Donc vous pouvez nous envoyer des vidéos courtes. Je vais vous en montrer une. C'est un exemple, elle n'est pas parfaite, c'est pas celle-là qu'on va prendre, mais c'est pour vous montrer en gros ce qu'on attend. Bonjour. Lorsque vous êtes confronté à une urgence, il faut avoir le plus rapidement possible les bons secours au bon endroit. Et donc, il faut appeler rapidement les bons numéros. 6 numéros. Plus une petite particularité. Ces 6 numéros d'urgence, c'est le 15, le numéro du SAMU pour les urgences de nature santé, le 17 pour des urgences de nature police-gendarmerie, le 18 pour des urgences secours avec les sapeurs-pompiers, et puis 3 autres numéros, le 114 si vous ne pouvez pas vous exprimer à voix haute, communication par fax ou par SMS, le 112 qui est le numéro d'urgence européen, il n'est pas cité dans ces numéros le 115 qui est les urgences de nature sociale, et puis une petite particularité pour tous les départements du littoral, pour le sauvetage en mer, un numéro spécifique, le numéro 187. Pour que ces numéros puissent envoyer les bons moyens au bon endroit, il faut que votre message soit relativement simple. Voilà l'exemple d'une vidéo. Vous pouvez aussi présenter avec nous des PowerPoint commentés, hein, ou autres Prezi ou autres logiciels que vous avez l'habitude d'utiliser. Et puis un exemple, eh bien, ça peut donner ça. Tu parles pas? Il y a ta voix normalement? Non. Donc voilà, là ça voudrait dire que le formateur commente son PowerPoint comme il le ferait lors d'une session en direct. Donc là, il n'y a pas le son, hein, voilà. Mais il y aurait le son normalement. Donc voilà, la présentation comme vous la feriez, mais avec le commentaire qui est déjà intégré. Hein? Et donc, le dernier support qui est possible, c'est un poster, une affiche, quelque chose que vous avez déjà dans vos CESU, un autre exemple qui n'est pas parfait, mais qui est possible, une carte mentale sur l'inconscient, ou une carte heuristique. On pourrait imaginer, il y a des petits ronds avec des petits clics écrits, que la personne qui a ça sur son smartphone, elle va cliquer, et puis ça va ouvrir l'autre fiche sur la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Ou ça va ouvrir les normes de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque, voilà, quelque chose d'interactif ou pas. Mais voilà, ce genre de choses, je sais que vous en avez dans vos CESU, et donc on attend pour vous, on attend de vous que vous nous les partagiez. Et donc, et si c'était vous, puisque comme l'a dit Gaël tout à l'heure, on a besoin forcément de tous vos travaux pour qu'on puisse proposer ces messages accessibles sur l'application le plus rapidement possible. Donc, c'est de se mettre au travail. La date butoir qui serait le 20 mars 2023, on donnera l'adresse pour transmettre les documents, enfin tous les supports, tous les travaux la semaine prochaine. Et puis je voulais juste rajouter un petit quelque chose concernant les commentaires, notamment sur les vidéos, mais et le son aussi sur les présentations commentées. On a tendance à se focaliser sur l'image lorsqu'on fait ce type de support. Le son est extrêmement important, d'où l'importance finalement d'avoir du bon matériel pour pouvoir commenter à la fois nos vidéos et à la fois nos présentations commentées. Voilà. Merci à vous. Questions? Donc vraiment aidez-nous. On ne pourra pas, nous, à 18, produire tout ça. Juste une chose super importante, c'est une application pour les soignants qui auront suivi les GSU 2, pour les soignants. Quand on a projeté la carte mentale, j'ai vu des volontairement, ce sont des soignants, ce sont des gens qui réfléchissent sur leur façon de faire, sur leur travail, etc. Et donc on veut garder cette notion du soin dans ce que vous ferez. Donc si vous décidez de faire une vidéo, si vous décidez de faire une affiche, si vous décidez de faire une vidéo commentée, ce que vous voulez, mais gardez bien, on ne s'adresse pas au tout public, on s'adresse aux soignants conformes en GSU 1 ou GSU 2. Pierre? Alors c'est super que ça commence le 20 mars 2023. Moi j'ai juste une idée. Au prochain colloque à Rennes, il y a un concours
Oui, sauf que ce sera trop tard, puisque ce sera le jour où c'est qu'on va présenter l'application. J'entends, mais si en plus, à chaque colloque, à chaque journée, il y avait cette possibilité pour tous les CESU d'envoyer ce qu'ils ont produit peut-être un peu en retard, je pense qu'on augmenterait la qualité de tout ce qu'il y a sur 360. Et oui, c'est l'avantage aussi de faire une application, c'est-à-dire qu'elle est évolutive. Quand on a signé, nous, cette convention, c'est une application qui est évolutive. Imaginons qu'au hasard, le CESU 05, c'est lui qui soit choisi pour une vidéo sur l'arrêt cardiaque, par exemple. Bon, on va la garder 1 an, et puis l'année d'après, ce sera le CESU X qui fera une autre vidéo, où il sera autre chose. C'est vraiment une application évolutive, et c'est une bonne idée pour pouvoir essayer de la changer à chaque fois. Une autre question ? Ah bah, elle sera en lien. Donc les gens qui auront suivi, on ne fera pas une spécifique à FGSU. Pour l'instant, on s'est focalisé là-dessus. Et donc, ils en sauront un peu plus. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, on ne fera pas, dans un premier temps, c'est beaucoup de travail. On ne fera pas GSU1, GSU2. Ou alors, je vous dis ça, en fait, on n'a pas demandé à 360 000X. Peut-être qu'on pourra mettre certaines choses obligatoires uniquement pour les GSU1, puis d'autres pour les GSU2. Je ne sais pas, on n'a pas réfléchi, on verra. On vous dira. C'est tout bon ? Là-bas. Bonjour. La CESU a prévu de nous transmettre un formulaire de droit à l'image. Vous allez tout avoir, c'est-à-dire que vous allez recevoir le découpage des séquences, c'est-à-dire savoir exactement ce qu'il faut faire. Par exemple, sur le SSE de 3h30 des GSU1, GSU2, il y a 6 objectifs, on va les diviser ces 6 objectifs. Et donc à chaque fois que vous aurez un objectif, vous recevrez une grille avec tel objectif, pour savoir qui fait quoi. C'est pas la peine que vous fassiez à 4 les mêmes choses. Et dans ce mail, vous aurez un formulaire de droit à l'image que vous devrez vous remplir et qu'on devra nous avoir et archiver. Et dernière information qu'on voulait vous passer, c'est la suite, monsieur Nicolas. Ah mais c'est moi qui fais, pardon, excusez-moi. Les SAS et les ARM. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de SAS et d'ARM au CESU ? Parce que tous les gens qui sont au-dessus, SFMU, SUDF, UNARM, CEFARM, en CESU et AFARM, se sont réunis pour pouvoir proposer et répondre à l'urgence. Quelle est l'urgence ? L'urgence, c'est la nationalisation des SAS en 2023. Qui dit nationalisation des SAS dit embauche de beaucoup d'ARM, estimé à 500 pour le ministère, estimé à 1000 pour soit le SAMU Urgence de France, soit les SFMU. C'est-à-dire qu'on va devoir former de très nombreux ARM. C'est facile de comprendre qu'on ne peut pas faire rentrer 500 voire 1000 ARM en même temps dans les CEFARM pour l'année 2023. Donc ça fait 2 mois qu'on se creuse tous la tête, d'une façon collégiale, pour réfléchir à comment faire pour répondre à ce pari. Une des réponses, c'est de faire une formation courte qui serait, alors on est en train de discuter de 5, 6, 7, 8 semaines, en tout cas une formation courte initiale, nationale, identique sur la totalité du territoire, qui permettrait à nos ARM de pouvoir débuter le travail, tout en ayant une certification obligatoire et une diplomation obligatoire par les CEFARM, tout ça sous l'égide des CEFARM. Si je vous en parle, c'est qu'on a proposé la contribution des CESU pour que territorialement, il puisse y avoir un relais. Les CEFARM ne pourront pas tout faire. Je vous rappelle qu'il y a 13 CEFARM sur le territoire. Il y en aura 17, 18, 19 en septembre 2023. Ils ne pourront pas tout faire, mais donc on a proposé l'aide des CESU. Ça, on est là pour l'instant. Si je vous le dis, c'est que tout va très très vite et qu'il se peut que dans 15 jours, 3 semaines, certainement grand maximum 1 mois, c'est-à-dire courant janvier, pour les CESU qui le peuvent, et j'espère qu'ils seront très nombreux, puisqu'on sait répondre et relever des paris tous ensemble, eh bien vous puissiez aider à mettre et réaliser sur le terrain, aider en tout cas les acteurs des SAMU, des centres 15, des CRA, à pouvoir réaliser ces formations nationales avec leurs jeunes ARM qui viendront d'être embauchés. Je dis déjà jeunes ARM, je ne devrais pas, puisqu'ils ne s'appelleront pas des ARM par définition, ils ne seront pas diplômés. Mais en tout cas, voilà où on en est. C'était important pour nous de vous en parler, parce que vous allez en entendre parler très rapidement. C'est vraiment une priorité du ministère qui nous pousse. Voilà. Donc dans quelques semaines, j'espère que vous répondrez présent à la mise à contribution qui pourra être départementale comme elle pourra être sur le réseau des CESU. Le CESU du département X pourra peut-être aller former dans le département Y parce qu'il est submergé d'autres demandes, mais c'est aussi de notre responsabilité de ne pas laisser ces jeunes futurs ARM sur le carreau. Autrement, le décroché médical ne nous appartiendra plus dans quelques mois.
Dernière chose, malheureusement ils ont été obligés de partir, merci la SNCF, les 3 personnes avec qui on travaille depuis plus de 6 mois pour organiser le colloque de Rennes ont été obligés de partir, donc je me fais leur porte-parole pour dire que j'espère que tout le monde a noté dans son agenda 8 et 9 et 10 novembre, un petit peu plus tôt que d'habitude, au couvent des Jacobins, magnifique endroit si vous ne le connaissez pas, à Rennes pour le 30e, 30 ans, donc il faudra y être, 30e colloque national des CESU. Voilà, dévoilé en avant-première l'objectif. Vous savez que Rennes est rempli de neurosciences tout autour de cette ville, donc on va beaucoup parler, et c'est pour ça que le logo est un cerveau. Odyssée en pédagogie, voyage au centre des apprentissages, voilà quel est le thème du colloque de Rennes de cette année. On vous enverra certainement en février le pré-programme qui est presque bouclé, passionnant. En tout cas pour nous qui l'avons préparé avec l'équipe de Rennes, on trouve ça... ça nous passionne de le préparer, donc j'espère que vous partagerez cette passion. Et puis on a une petite vidéo, donc là ils sont les 3 là pour... On était bien là et on était malheureusement obligés de partir un peu de façon prématurée en raison de la grève des trains. Parce qu'on fait le voyage jusqu'à Rennes, où on vous attend l'année prochaine, 2023, donc colloque à Rennes. 8, 9, 10 novembre 2023. Au couvent des Jacobins, au plaisir de vous recevoir et que vous allez entreprendre tout ce voyage jusqu'à la jolie ville de Rennes. Kenavo. Les CSU 35. Voilà.